//DTD HTML 4. Transitional //EN größer, kleiner, HTML größer, kleiner, Head größer. IDFM Radio Anguin 98 de la bande FM. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce C'est-à-dire de 14h, comme tous les lundis, nous recevons Roland Goury, qui est professeur émérite de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille. Il est aussi psychanalyste. Il a lancé en 2009 l'appel des appels. On va le retrouver autour de son dernier ouvrage. Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? On vous avait rencontré, Roland Goury, pour La Fabrique des imposteurs et aussi pour La haine de la parole, je crois. La preuve par la parole, peut-être, ou la dignité de penser. La dignité de penser. La dignité de penser. Voilà, et aujourd'hui, donc, faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? Donc, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être heureux ? Est-ce qu'il y a une différence entre le bonheur maintenant et ce que c'était avant ? Oui, alors, si vous voulez, le bonheur, c'est finalement, bien évidemment, être heureux, ce qui suppose une réflexion sur le sens de la vie, sur la finitude de la vie également, et on peut dire que dans toute la culture antique, à quoi sert la philosophie ? C'est une grande question. À quoi sert la philosophie si ce n'est à permettre d'être heureux, d'avoir la possibilité de trouver un sens à sa vie et de se préparer aussi à la mort. Alors simplement, que vous preniez Épicure, que vous preniez Aristote, que vous preniez les stoïciens, vous avez en permanence une préoccupation concernant le bonheur, mais qui est indissociable de la liberté et indissociable de la dignité du citoyen. C'est-à-dire que l'esclave ne peut pas, en quelque sorte, être heureux, dans la mesure où, comme le dit Aristote, il n'est qu'un instrument animé. D'ailleurs, Aristote va très loin à ce niveau-là, puisqu'il suppose qu'un commerçant ou un artisan, dans la mesure où il est pris par ses affaires, préoccupé par ses affaires, n'a pas la disponibilité suffisante pour cette réflexion philosophique sur la mort et sur la vie. Donc vous voyez, pendant très longtemps, on peut dire que dans le souci du bonheur, dans la culture de soi, le bonheur est absolument indissociable de la politique, on y reviendra, et de la liberté politique du citoyen. On va passer rapidement sur, bien sûr, le Moyen-Âge et, on va dire, l'importance du christianisme qui fait que le bonheur n'est plus sur Terre, mais il est dans l'au-delà de la vie. Par conséquent, il n'est pas dans cette vie terrestre, il est du côté du paradis, il est après la mort. Pour arriver finalement au message philosophique des Lumières, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, ou à la fin du XVIIIe siècle, comme le dit Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, si vous voulez, tout simplement que puisque ça n'est pas la providence qui garantit votre sort, qui garantit la place qui est la vôtre, les privilèges ou les inégalités qui vous incombent, puisque ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la providence, eh bien ça veut dire que vous en êtes vous-même responsable et que c'est à vous de faire votre bonheur, mais de le faire avec les autres. C'est un point très très important, puisque on peut dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, que vous preniez d'ailleurs la déclaration d'indépendance ou que vous preniez, n'est-ce pas, et également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous voyez, donc Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1793, ou encore même avant la Déclaration d'indépendance américaine, le droit au bonheur, si vous voulez, c'est un droit au bonheur public, au bonheur commun, c'est-à-dire c'est un facteur de la politique. C'est un point extrêmement important, ce qui accorde une légitimité au gouvernement, c'est, si vous voulez, ce droit inaliénable au bonheur. Il faut bien voir que dans la déclaration d'indépendance américaine, le droit au bonheur est un droit aussi inaliénable que le droit à la vie ou que le droit à la liberté. Oui, c'est un point très 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 important et progressivement, ce droit
au bonheur, qui est un droit inaliénable de faire son bonheur, c'est-à-dire de faire sa vie, de faire les conditions de sa vie avec l'autre, progressivement va devenir, si vous voulez, un droit aux jouissances matérielles sans l'autre. Alors c'est un peu le thème de l'ouvrage, c'est voir comment du message des Lumières, qui est un message philosophique fondamental, puisqu'il est constitutif d'une philosophie de la démocratie et d'une philosophie républicaine, si vous voulez, révolutionnaire, de ce droit au bonheur avec autrui, et où autrui est indispensable, progressivement vont se substituer un droit à jouir de ses biens et de jouir de ses biens sans l'autre. C'est-à-dire une perte de la dimension politique du bonheur, politique d'être heureux, et qui est extrêmement important, puisque en perdant le rapport à l'autre, ce que l'on perd, c'est un certain caractère social, c'est-à-dire que on est vraiment dans quelque chose qui est l'oubli, pourrait-on dire, n'est-ce pas, du principal intérêt de l'humain, c'est-à-dire de rester maître de lui-même. Vous avez une très belle phrase d'Alexis de Tocqueville là-dessus. Bon, on en reparlera sûrement, où il montre bien déjà au milieu du XIXe siècle que les Américains, vous savez que nous sommes tous aujourd'hui un peu américains, n'est-ce pas, que les Américains, tout préoccupés qu'ils sont à faire leurs affaires, ont peut-être oublié, nous dit de Tocqueville, la principale d'entre elles, qui est de rester maître d'eux-mêmes. Oui, et puis alors, vous dites aussi dans votre livre que free, c'est-à-dire liberté, ça veut dire aussi ami. Oui, alors, c'est David Graeber qui reprend cette proximité linguistique entre ami et libre. Qu'est-ce que c'est l'homme libre ? C'est l'homme qui participe aux décisions politiques qui le concernent, qui le concernent lui au sein de la cité, donc si vous voulez, qui participe aux décisions politiques afférentes à la vie de la cité, et qui a la possibilité de créer des réseaux sociaux. Alors quand je dis réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'Internet existait au 5e siècle avant Jésus-Christ, parce que justement on peut se demander dans quelle mesure les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont plus que les fantômes d'un concept fondamental qui était le concept d'amitié, ou qui était le concept, si vous voulez, de créer du lien social et de créer des communautés sociales. L'esclave, à l'inverse, qu'est-ce que c'est ? L'esclave, c'est une pièce fonctionnelle de la production. L'esclave, il a un prix, l'esclave, il s'échange, c'est-à-dire qu'il est dépouillé justement de ses particularités culturelles, linguistiques, historiques. Et je crois que c'est un point très important, parce que aujourd'hui, d'une certaine manière, notre civilisation des mœurs, qui fonctionne sur l'abstraction mathématique, l'abstraction des affaires, la pensée du droit, la pensée de la bureaucratie et la pensée... des évaluations. Comment ? Des évaluations aussi. Oui, des évaluations, on pourra en reparler si vous voulez, mais à la fois, donc, la bureaucratie, c'est quand même une gestion des relations humaines en dehors de toute contingence singulière, personnelle, particulière, et où un vaut un, pour aller vite. Et la pensée des affaires, la pensée du calcul, la pensée des ressources humaines même, c'est pareil, c'est un vaut un. Et là, vous avez quelque chose qui est la chute de tout ce qui peut faire la singularité d'un individu, parce qu'il est inséré dans une histoire, parce qu'il est inséré dans une langue, parce qu'il est inséré dans un territoire géographique, parce qu'il est inséré dans un tissu social, socio-culturel. Donc vous voyez, je crois que c'est un point qui est extrêmement important, puisque c'est finalement cette financiarisation des activités humaines et cette financiarisation de l'humain qui se trouve tout à fait consubstantielle de cette manière de penser le bonheur comme étant un bonheur très individualiste, un bonheur très individuel, un bonheur séparé les uns des autres, isolés les uns des autres, où l'autre n'est plus que l'instrument de mon plaisir ou bien le moyen par lequel je peux obtenir quelque chose. Quelqu'un comme Benjamin Constant également, au milieu du XIXe siècle, avait tout à fait anticipé ce risque majeur du point de vue de la politique, à savoir que si chacun ne fait que s'occuper de ses affaires, il n'y a plus ce lien de solidarité qui permet justement de résister à l'emprise d'un tyran. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, nous vivons sous la tyrannie des normes.
Alors, Roland Gori, faut-il croire que le bonheur découle de la liberté politique, laquelle ne serait que la conséquence de la liberté d'entreprise? Est-ce qu'il faut croire en ça? Alors, non, mais justement, là ça fait partie... je dirais, des choses que j'analyse ou que je démonte dans l'ouvrage. C'est-à-dire que c'est une grande imposture, et là je suis à la suite des travaux d'ailleurs d'Hannah Arendt, c'est une sacrée imposture de faire croire que c'est la liberté de l'entreprise, la liberté libérale qui a donné à l'individu politique sa liberté. C'est pas du tout le cas si vous prenez toute l'histoire antique, c'est absolument pas le cas, et même l'histoire plus contemporaine. Il est évident que si par exemple vous prenez ce que Hannah Arendt considère un peu comme le miracle américain, il y a là une véritable imposture qui est de faire croire que c'est parce que il y a cette espèce de libéralisme économique que les hommes sont épargnés de la misère. Ils étaient épargnés de la misère avant d'acquérir la liberté politique. Donc je crois qu'il faut... c'est un point très important, parce que c'est un point dans lequel, je dirais, sombre la plupart des politiques, non seulement aujourd'hui, mais depuis un certain nombre de décennies, n'est-ce pas, de croire que le bonheur découlant de la liberté politique est là pour lutter contre la misère. C'est-à-dire pour régler la question sociale. Ça marche pas. On a vu, j'en parle dans l'ouvrage, je vais pas le développer là, mais on a vu comment cette attente du côté, par exemple, de la révolution va déboucher sur la terreur, parce que justement la liberté n'est pas là pour régler les problèmes de la misère sociale. De la même manière, on voit bien comment, on va dire, le marxisme-léninisme, la révolution d'octobre de 1917, va également, face à l'échec de pouvoir traiter la misère sociale, déboucher sur une forme de totalitarisme. Donc vous voyez, c'est justement parce qu'il y a un malentendu profond entre ce qu'est la liberté et ce qui constitue, à un moment donné, l'abondance. Et je crois que là, vraiment, les travaux d'Hannah Arendt sont absolument indispensables, et c'est un peu dans ce sillon-là que je m'inscris. Oui, parce qu'elle disait que, justement, Hannah Arendt disait que la misère sociale n'a commencé à jouer un rôle révolutionnaire qu'à partir du moment où la pauvreté n'a plus été considérée comme inhérente à la providence, inéluctable et éternelle. Alors la misère n'a plus seulement nourri des révoltes et des jacqueries, plus ou moins soucieuses de l'émancipation de la multitude, de l'affranchissement du peuple, des lourdes charges que les privilégiés faisaient peser sur lui, mais cette misère s'est transformée en une force politique et militaire considérable pour changer l'ordre social. L'horizon d'une société d'abondance était désormais accessible. Oui, on nous dit en ce moment que finalement la misère a régressé sur le monde, il n'y a jamais eu autant d'inégalités, mais on nous dit aussi que la misère a régressé. Oui, alors... Si vous voulez, c'est une question qui est extrêmement difficile. Je n'ai fait, encore une fois, que l'aborder tout à l'heure. Mais vous voyez, quand, par exemple, dans les colonnes du Monde, il y a, je crois, 1 an à peu près, l'ex-premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé que les inégalités sociales menaçaient la démocratie. Je pense que c'est une mauvaise, si je peux me permettre, une mauvaise analyse des choses. Je ne pense pas que ce soit les inégalités sociales qui flambent aujourd'hui, comme vous le savez, sur ce grand marché planétaire que constitue la mondialisation. Ce ne sont pas les inégalités sociales qui menacent la démocratie, c'est bien parce que nous sommes dans une régression de l'idéal de démocratie que les inégalités sociales flambent. C'est différent. Et là encore, si on prend un peu l'histoire, on s'aperçoit que, alors que, on va dire dans la deuxième moitié du XXe siècle, les inégalités sociales tendaient, pourrait-on dire, à diminuer, comment à partir des années 80, elles se mettent à flamber. Et elles se mettent à flamber
parce que justement la passion démocratique, la passion républicaine est en perte de vitesse et que nous tombons dans une culture, dans une civilisation beaucoup plus désabusée, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus utilitariste, beaucoup plus cynique. Alors, s'il ne faut pas confier aux politiques le soin d'installer les conditions du bonheur au nom de la raison et de la science pour émanciper les peuples, les occuper et garantir leur sécurité, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas le politique ? Oui, non, mais justement, la politique ne devrait pas être l'affaire de professionnels de la politique. C'est un point qui me paraît extrêmement important, à savoir que il y a une espèce de corporatisme politique, de néo-corporatisme politique qui est une véritable catastrophe parce qu'il constitue la confiscation du pouvoir citoyen par une élite autoproclamée, autodésignée. On peut pas, je pense qu'il n'y a pas d'esclave heureux. Je pense qu'on ne peut pas être heureux si on est captif. Alors aujourd'hui, on n'est pas captif d'un tyran ou d'un maître. Aujourd'hui, on est captif d'une logique, d'une logique de domination qui passe davantage par la normalisation, le contrôle, la surveillance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un système où, pourrait-on dire, le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce, comme disait Michel Foucault, il s'exerce, et nous sommes tous, à la fois, un produit et un agent du pouvoir. Et si vous voulez, je pense que nous devenons extrêmement dépendants, notamment de la technique. Et dépendants de la technique, nous sommes aujourd'hui dans dans une conception du rapport à l'autre et au monde, qui passe davantage par la médiation des instruments. Et quand je dis instruments, c'est pas simplement les machines. Je veux dire les procédures formelles. Les évaluations qui font qu'on veut toujours être mieux que l'autre, parce que sinon on risque de perdre sa place aussi. C'est on va en parler, si vous voulez, des évaluations, parce que mais peut-être juste pour terminer par rapport à votre question, si vous voulez, non, le bonheur est devenu un facteur de la politique. Ça veut dire simplement que, bien sûr, à la fin du 18e et tout au long du 19e siècle, et même du 20e, pour aller vite, n'est-ce pas, tout au long des siècles qui ont succédé, pourrait-on dire, à l'émancipation qu'a pu constituer la démocratie et les différentes révolutions nationales, aussi bien américaines que françaises, par exemple, il va de soi que c'est au nom du bonheur des peuples que le gouvernement pouvait asseoir sa légitimité. Bon, le danger, bien sûr, c'est qu'à partir du moment où la conception du bonheur tend à être étriquée et restreinte en termes de jouissance matériel individualiste, n'est-ce pas? On y reviendra, mais on voit bien comment la deuxième moitié du XXe siècle, n'est-ce pas, explose à ce niveau-là. C'est-à-dire le bonheur à ce moment-là, c'est pas encore une fois d'être en harmonie avec soi-même et en harmonie avec les autres. Quand je dis les autres, c'est aussi en harmonie avec la nature. Il suffit de lire ces pages superbes de Camus dans Nos Satipasa pour se rendre compte que le bonheur, c'est quelque chose de sensible dans le rapport au sens, y compris bien sûr avec les odeurs, les sensations, les paysages, c'est-à-dire vibrer avec la nature, vibrer avec soi-même, vibrer avec aussi ses valeurs, n'est-ce pas? Eh ben, tout ça, progressivement, ça va s'étriquer. Et au cours du XXe siècle, dans la deuxième moitié, on voit bien comment il y a une technique du bonheur, on reviendra peut-être sur ce terme, puisque c'est un terme de Lévi-Strauss, il y a une technique du bonheur qui est de substituer à cet accord avec soi-même quelque chose qui est, si vous voulez, la consommation de biens d'équipement. Alors, encore une fois, j'ai rien contre les biens d'équipement, tant mieux qu'il y a un lave-vaisselle, un four à micro-ondes, des micros, des ordinateurs, des iPads, c'est formidable, c'est pas ça le problème. Le problème, si vous voulez, c'est que progressivement, on a vu s'installer une nouvelle colonisation des mœurs dans la deuxième moitié du XXe siècle, où l'industrie, non
pas répondait, si vous voulez, aux exigences, aux besoins, aux désirs des individus, mais les fabriquait. Et là, je voudrais juste évoquer un travail de Lévi-Strauss, un texte écrit en 1944 et publié en 1946, qui s'appelle La technique du bonheur. C'est très intéressant parce qu'on ne connaît pas ce Lévi-Strauss-là, qui est fondamental à mon avis. Et ce grand ethnologue montre comment, si vous voulez, aux États-Unis, puisqu'il nous fait une espèce d'ethnologie, d'ethnographie du bonheur américain, aux États-Unis, eh bien, l'Américain est infantilisé et c'est l'industrie, la grande entreprise de la société de consommation qui lui fabrique ses désirs. Il y a une très belle phrase de Lévi-Strauss que je vais vous citer. Il écrit « La grande entreprise apparaît moins comme la servante attentive des désirs individuels que comme la créatrice responsable de leur forme et de leur tendance. » Oui, c'est le rêve américain. C'est le rêve. Et il ajoute, et qu'elle prétend même à une formation d'éducation générale. Et ça, c'est très, très important. Parce que, si vous voulez, on est en 46, n'est-ce pas? Et là, ce qu'anticipe Lévi-Strauss, c'est cette espèce d'exaptation, d'aliénation, n'est-ce pas, de l'individu aux besoins qu'on lui fabrique par la mode, par la consommation, par l'obsolescence programmée, etc., des objets. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut encore une fois bien distinguer. C'est comme pour la technique. Il faut distinguer en quoi les objets peuvent répondre à un moment donné à nos désirs, à nos besoins, à une nécessité, et en quoi leur fabrication, leur diffusion, leur publicité peut constituer un lieu et un vecteur d'aliénation dès lors qu'ils sont artificiellement produits. On va faire une petite pause musicale. On va se retrouver tout de suite après. Il suffisait d'être deux. Mais aujourd'hui, tout est fini. On ne voit plus passer la vie. Oui, ce temps-là est terminé. La vie, les gens ont bien changé. Chantal Paris, autrefois pour être heureux, sur l'antenne d'IDFM, et nous, on se pose la question avec Roland Gori aujourd'hui, faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? Une super citation de Aragon qui dit « Voici précisément venir le temps de la grande résignation humaine. Le travail Dieu trouve à son insu des prêtres. La paresse est punie de mort. À l'Orient mystique, on institue le culte des machines. Les madones d'aujourd'hui sont des monobatteuses. À l'horizon, dans les panaches laborieux des cités ouvrières, le miracle nimbé s'en va en fumée. Personne ne laissera plus à personne une chance unique de salut. Elle seule, l'heure du grand contrôle universel. Je vois grandir autour de moi des enfants qui me méprisent. Ils connaissent déjà le prix d'une automobile. Ils ne jouent jamais aux voleurs. » C'était écrit en 1977. Je voudrais qu'on arrive justement sur une partie de votre livre qui me semble intéressante. C'est sur la question de la dette. On vient à la naissance avec une dette, cette dette qui fait, est-ce qu'on peut être heureux avec une dette pareille? Voilà, ces enfants qui ne jouent plus aux voleurs aussi. Je trouve que cette citation, elle est extraordinaire. Une citation d'Aragon. Il y a une citation d'Aragon que j'aime beaucoup aussi quand il dit qu'on est toujours prisonnier de l'argent, de celui que l'on a ou de celui qui manque. Je crois que si vous voulez, ça montre bien aussi que l'argent, c'est finalement ce qui est déposé sur une dette sans l'éponger totalement. Et c'est un point important parce qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de folie où on pense qu'on pourrait se libérer de la dette en payant ce que l'on doit. Mais si on payait ce que l'on doit, il n'y aurait plus aucune économie. Mais je pense encore une fois à David Graeber qui a écrit au Lien qui libère d'ailleurs, qui a écrit une très belle histoire de la dette, n'est-ce pas? Si
on payait ses dettes. 5000 ans, c'est ça, le titre du livre, c'est 5000 ans d'économie, non, 5000 ans de la dette. Non, c'est Histoire anthropologique de la dette. Ah bon? Ah oui. D'accord. Oui, je vous fais confiance. Je dois avoir la référence dans le livre, mais je ne l'ai pas là. Je vais la retrouver, présente dans la tête, mais c'est l'histoire. C'est une histoire à la fois anthropologique et économique de la dette. Mais si vous voulez, enfin comment dire, ce qui est très intéressant, c'est que il part de cette idée que les économistes une partie des économistes se sont toujours trompés en considérant qu'il y avait d'abord le troc, ensuite l'argent et ensuite la dette. Et lui, il propose l'inverse. Il dit, au départ, il y a une dette. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en dette vis-à-vis de quelqu'un. On reviendra sur ce point d'un point de vue, si vous voulez, psychologique, mais vous êtes en dette par rapport à quelqu'un, et l'argent est ce qui vient, en quelque sorte, marquer cette dette, la compenser, mais sans complètement la liquider. Je vais être très concret. Sans le vouloir, vous portez dommage à quelqu'un. Vous faites tomber quelque chose, vous le blessez, ou bien, alors en le voulant, vous violez quelqu'un, ou bien vous tuez un de ses frères, etc. Bon. Vous allez devoir compenser financièrement le dommage que vous avez causé. Mais dans notre civilisation, on a tendance à considérer que la compensation financière qui est due éponge la dette. C'est la folie de notre rationalisme morbide occidental. Dans la plupart des civilisations, l'argent qui est donné, ou bien le nombre de poulets qui est donné, ou le nombre de têtes de bœuf qui est offert, ou même l'échange d'enfants, de femmes, etc., sont là pour montrer que vous avez créé un manque, une perte, que vous pouvez marquer, compenser, mais sans jamais l'épuiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remplacement. On n'est pas justement dans une culture abstraite. On peut parler de l'histoire. Il n'y a pas de remplacement, c'est l'histoire de cette dent de lait de la petite fille. J'étais sûr, voilà. Joël, que vous souhaiteriez qu'on en parle. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être d'abord, philosophiquement et poétiquement parlant, dire c'est très très important. C'est-à-dire qu'on a fétichisé l'argent. On a fait de l'argent, si vous voulez, un objet marchandise et qui viendrait liquider tout ce que l'on doit. Ça n'est pas vrai. C'est complètement faux. Et puis, il faut quand même le dire aussi à vos auditeurs. Enfin, combien de fois dans l'histoire on a annulé les dettes pour permettre au peuple d'être émancipé? Il y a un moment où ils ne peuvent plus payer l'ardoise. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On commence par les mettre en esclavage. Oui, ça c'est clair. Non, mais c'est très important parce que c'est très actuel. Vous savez, je pense que la plupart des peuples aujourd'hui sont véritablement des esclaves, otages, si vous voulez, par rapport aux échéances que l'on ne peut pas payer. Oui, il faut serrer la ceinture. Non, mais voilà, oui, mais serrer la ceinture, l'austérité, etc., c'est une ascèse qui est quelque chose de l'ordre d'un suicide collectif. Mais c'est bon, c'est un autre problème. C'est pas aujourd'hui à l'heure du jour, on pourra en reparler si vous voulez après. Mais, voyez, or, il y a eu des moments dans l'histoire, par exemple l'émancipation du peuple juif, mais à d'autres occasions, au moment de la Renaissance, où on dit, ben voilà, l'ardoise, elle est trop lourde, on ne peut pas la payer, et donc on l'efface, parce que sinon, ou bien on met un esclavage, ou bien on produit une révolution sanglante, et on met en péril, si vous voulez, la paix d'un pays. Donc je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Alors je ne vous suggère pas de ne pas payer vos dettes, je vous dis simplement, attention de ne pas fétichiser l'argent au point de considérer qu'il prime sur ce qu'on appelle la monnaie vivante. C'était quoi la monnaie vivante? La monnaie vivante, c'était, si vous voulez, quand vous laissiez en gage, vous partiez, vous étiez aventurier, vous alliez... Les otages, ce qu'on appelle un otage. Voilà, vous alliez affréter, n'est-ce pas, un navire, vous alliez demander à l'armateur de l'argent, et en échange, vous alliez lui laisser votre femme et vos enfants. Il y avait des pays d'ailleurs où les femmes étaient prostituées, où les enfants travaillaient, etc., pour payer. Pour payer quoi? Pour payer les intérêts de la dette, pour aller vite. Bon. Ça s'appelle la monnaie vivante. Ça s'appelle la monnaie humaine. Bon, je crois qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, que l'argent est venu à un moment donné comme point de pacification par rapport à ça. Mais à condition,
encore une fois, de ne pas nous ramener en arrière, c'est-à-dire nous ramener vers ces gages humains qui sont donnés aux créanciers. Alors, bon, je savais que vous vouliez que nous parlions de l'histoire de la petite dent. Nous allons parler de l'histoire de la petite dent, mais peut-être bien entendre en tout cas, par les exemples précédents que j'ai donnés, à savoir la compensation financière n'est pas là pour simplement éponger une dette, elle est là pour marquer aussi que cette dette, elle n'est jamais totalement payable. C'est-à-dire que si demain je tue sans le vouloir votre mari, eh bien, je vais vous devoir, ou moi, ou mon assurance, de l'argent qui vont compenser la perte sans jamais l'épuiser. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer votre mari. Donc, oui, cette idée est fondamentale et on va venir à la petite dent. C'est une histoire sur le manque. Est-ce que absolument, c'est du genre ça vient du manque. de Caïn et Abel? Est-ce que ça vient d'un... Alors, l'argent est déposé sur un manque. Alors, on va venir à la petite dent. C'est quoi? Vous connaissez, c'est le mythe de la petite souris. C'est-à-dire l'enfant qui va perdre sa dent, n'est-ce pas? Sa dent de lait. Sa dent de lait, bien, sa dent caduque, vouée donc à la perte, comme l'existence humaine. Hein. Nous sommes tous voués à la perte, vous savez ça. Bon. Et justement, nos sociétés tendent aussi à l'oublier. Bon, ça a un rapport. Là encore, on nous assure beaucoup. Oui, on nous assure bien sûr jusqu'aux obsèques. D'ailleurs, comme vous savez, c'est très à la mode, mais c'est un autre problème, n'est-ce pas? Mais on oublie ce qu'est la mort. Et que la mort a été retirée de la sphère privée comme de la sphère publique. Et là aussi, c'est une question concernant le bonheur. C'est-à-dire, que vaut le bonheur d'une vie si on ne sait pas que cette vie a une fin à un moment ou à un autre? Vous voyez, c'est un point c'est aussi une question sur le manque. Sur le manque, c'est-à-dire sur en quoi nous allons manquer à nous-mêmes et aux autres. Bon. Alors, cette dent. Alors, le mythe, vous le connaissez, donc c'est la dent de lait, et l'enfant perd sa dent de lait, et la met sous l'oreiller, et le lendemain, l'autre, le grand autre, Dieu, les parents, la nature, qui vous voulez, a substitué, n'est-ce pas, la dent de lait, en lieu et place, a mis une pièce monnaie. Bon, une pièce de monnaie. Alors, je raconte dans l'ouvrage l'histoire psychopathologique d'une petite fille de mon entourage, qui maintenant d'ailleurs est devenue grande depuis, n'est-ce pas, qui a comme ça une dent qu'elle perd, et on va donc ritualiser le mythe, et elle met donc sa dent sous l'oreiller, et le lendemain, eh bien, elle découvre une pièce de monnaie. Et stupéfaction... Elle cherche sa dent. Stupéfaction, c'est vraiment... Elle m'a beaucoup appris, cette petite fille, n'est-ce pas? Mais je crois qu'on a tous été comme ça, on cherche notre dent, et la dent a disparu. Alors, elle est furieuse. Elle est furieuse parce qu'elle est très contente qu'il y ait la pièce de monnaie, oui. Mais elle n'est pas contente que sa dent ait disparu. C'est-à-dire, si vous voulez, elle vient en quelque sorte nous dire qu'il y a là un manque, mais que l'argent, n'est-ce pas, dévoile, au sens trahit dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que il vient à la place de l'objet perdu, n'est-ce pas, mais en même temps, il vient témoigner de cette perte. Et je crois que dans notre société, on est dans une logique très mécanique qui fait comme si vous voulez, il était possible à un moment donné d'évacuer la perte. Et pour faire le lien par rapport à l'histoire du bonheur, encore une fois, le bonheur c'est absolument formidable. Je veux dire, l'existence humaine, la philosophie, la science n'aura aucun sens, la technique n'aura aucun sens si cela n'était pour permettre le bonheur à l'espèce humaine, ça va de soi. Mais en gros, c'est quand même bien entendre que ce bonheur ne saurait être comblé par la saturation d'objets matériels ou d'objets d'équipement ou d'objets de toute nature. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Pour que l'économie fonctionne, que ce soit l'économie matérielle ou que ce soit l'économie symbolique, il faut qu'il y ait du jeu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne vienne pas bloquer. Nous sommes vraiment dans une conception de la politique et du rapport social où ça bloque, parce que nous cherchons à éliminer à tout prix le jeu entre le manque et l'objet qui vient le remplacer, en même temps qui vient le marquer. Oui, alors vous dites aussi que le rachat de la dette, ça serait le rachat de sa faute, une sorte de faute originelle. Alors,
Oui, alors ça, si vous voulez, c'est aussi un jeu sur les mots. Hein. Là, c'est un peu plus... On passe d'un niveau à un autre, mais c'est certain que dans une émission d'une heure, on n'a pas le temps de déplier les articulations. Mais ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que la notion de dette dans la plupart des langues, comme par exemple en anglais, en allemand, etc., ou même en français, le devoir, n'est-ce pas, la dette a à voir avec la faute. Schuld, c'est à la fois la dette, ce que je dois, et c'est la faute, c'est ma faute. C'est bon. Et je crois que c'est très important parce que la culpabilité, c'est à mon avis un des grands enseignements de la psychanalyse, c'est que la culpabilité est fondatrice du lien social. Il n'y a pas de lien à l'autre, il n'y a pas de lien social sans culpabilité, parce que le rapport à l'autre mobilise, vous parliez de Abel et Caïn, le rapport à l'autre mobilise à la fois amour et haine, et donc à la fois désir d'union, désir de destruction, et en quelque sorte être responsable de l'autre, responsable du visage de l'autre, n'est-ce pas ? C'est essentiel du point de vue social. Alors, cette culpabilité, il me semble qu'aujourd'hui, c'est un des thèmes du livre, on essaie de la contourner, ou du moins les dispositifs sociaux et culturels permettent de l'esquiver, c'est-à-dire qu'en lieu et place de la culpabilité assumée, ce que Camus appelait, il y avait une très belle, très très jolie expression, qu'il appelait la culpabilité raisonnable. Eh bien, en lieu et place de cette culpabilité raisonnable, ce qui surgit, c'est une dépendance. Voilà, une dépendance. La dépendance remplace et en particulier une dépendance aux instruments, une dépendance à la technique. Oui, une dépendance à... Alors, quand je dis technique, par exemple, pour parler de l'évaluation, allez, allons-y, la dépendance aux procédures. Hein, c'est-à-dire, on est quitte une fois, mais ça, c'est vrai au niveau du soin, c'est vrai au niveau de l'éducation, c'est vrai au niveau de l'information. On est quitte une fois qu'on a fait son objectif chiffré. On est quitte une fois qu'on a rempli l'ensemble des items du check-up qui nous libèrent. Bon, je suis désolé, mais c'est une conception de se tenir quitte par soumission à la technique et pas du tout assumption de sa responsabilité, c'est-à-dire de pouvoir répondre de ce que l'on fait, n'est-ce pas, vis-à-vis de l'autre. La liberté tout court en y pensant les cours, les enfants dans les cours, dans des vêtements trop courts. C'est qu'ils ont vite poussé que le siècle est passé, la liberté de casser et l'absence de caresse. La vie est une ogresse qui les a dévorés, tressant comme des tresses ces routes adorées. La liberté, c'est quoi ? La liberté, c'est qui fait feu de tout bois et fait du mal à qui? La liberté, c'est quoi? Liberté d'être qui fait feu de tout bois et on est compte à qui? Voilà, on va laisser cette musique d'Axel Red se terminer doucement sans nous, puisqu'on a encore beaucoup de choses. Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? Au lien qui libère, c'est avec Roland Goury. Sur cette servitude volontaire, je veux dire, on se rend compte que cette servitude volontaire, on est volontaire pour être des serviteurs, des esclaves quelque part. Alors comment le politique a réussi à nous amener jusqu'à là, Roland Goury? C'est une vieille histoire, puisque le discours sur la servitude volontaire de la Boétie date du XVIe siècle, la fin du XVIe siècle. Chez la Boétie, ce qu'il pose comme question, c'est comment se fait-il que le tyran qui est seul donc puisse avoir ce pouvoir alors que la multitude pourrait le renverser? Traître. Oui, on se pose la question tous les jours d'ailleurs. On se pose la question on est plus nombreux. Sauf qu'aujourd'hui, le tyran est plus difficile à identifier.
c'est un des gros problèmes, c'est que aller identifier aujourd'hui les adversaires. Bon, on peut toujours dire les 200 familles, on peut toujours dire les multinationales, la finance, le marché. On a connu ça, ce discours. Mon adversaire, c'est la finance. On a l'impression que c'était le diable, quoi. C'est transcendantal. Bon, résultat de course, on sait qu'aujourd'hui, la finance n'est pas forcément considérée comme l'adversaire, mais plutôt comme le partenaire. Bon, c'est un petit peu déprimant, mais c'est un autre problème. Bon. Le partenaire de quoi? Du diable? Du diable, bien sûr. Mais vous savez, à partir du moment où on se met à table avec le diable, même avec une longue cuillère, on risque quand même gros. Il y a cette belle phrase, là, l'argent permet aux hommes de ne pas se regarder dans les yeux. Oui, c'est Georges Siebel, mais vous voyez, ça c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que l'argent, c'est quand même quelque chose qui abstrait la relation humaine, qui l'homogénéise, c'est-à-dire que du coup, vous n'êtes pas dans une relation de dépendance à l'autre, vous n'êtes pas dans une relation, si vous voulez, charnelle à l'autre, réelle, historique, linguistique avec l'autre. L'argent, ça se compte, ça ne se parle pas, ça ne se pense pas. Ou alors, quand on est dans une civilisation qui parle avec qui parle aussi avec l'argent et qui, c'est autre chose, mais la nôtre, elle est vraiment monstrueuse. C'est-à-dire que l'argent, c'est de l'argent, point. C'est-à-dire, alors. Si vous voulez, cette histoire de servitude volontaire, la réponse de la Boétie, vous la connaissez, il dit en gros, c'est que chacun croit suivre la doctrine de son intérêt en se soumettant et en obligeant les autres à se soumettre pour servir les intérêts du tyran. Et en gros, chacun se fait baiser. Pour servir les intérêts de la communauté, enfin, pour que tout le monde puisse accéder au bonheur, ce qu'on disait au début d'émission. Oui, alors ça, oui. Alors, mais là d'abord, chez la Boétie, c'est pas ça. Chez la Boétie, c'est en gros cette idée. Il parle de tyrannos, c'est les petits tyrans, et qui progressivement acceptent d'être les maillons d'une chaîne de soumission sociale, de servitude. Alors, en quoi est-ce qu'elle est volontaire? Ça veut dire que elle est volontaire en ce sens que je crois qu'en servant les intérêts du tyran ou de la finance, n'est-ce pas, je sers mes propres intérêts. Je me plante complètement, bien évidemment. Mais comment peut-on faire autrement? Attendez, c'est par ce vecteur-là qu'en tout cas s'opère une soumission, et cette soumission incorporée, intériorisée, devient une soumission, si vous voulez, volontaire. Bon. Alors, progressivement, encore une fois, en lieu et place du tyran et en lieu et place des systèmes coercitifs, on est arrivé vers un contrat social où les gouvernants, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, n'est-ce pas, on va dire à la fin du XVIIIe siècle, les gouvernants, n'est-ce pas, prétendaient en quelque sorte servir le bonheur d'un peuple et lui demander par conséquent de se soumettre d'une certaine manière à un certain nombre de prescriptions. De s'engager aussi. Et des normes. Alors, oui, mais la tyrannie des normes, elle explose au 19e et au 20e. C'est-à-dire que jusqu'au 19e siècle, même du point de vue linguistique, l'emploi du mot normal, anormal est relativement rare. Ça arrive, ça, au 19e. Et puis, le 20e, c'est vraiment la densification normative, comme dit une de mes amies, professeure de droit, Catherine Thiberge, c'est-à-dire il y a une espèce de filet de normes qui est jeté sur le monde et qui fait que on calibre le comportement des individus comme on calibre les tomates. C'est ça l'évaluation aujourd'hui. On a toujours évalué, encore une fois, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien, mais aujourd'hui, on évalue selon une certaine procédure, qui est une procédure soit de comptabilité, de quantification des actes, tarification à l'activité. Le DMS. Comment ? Le DMS. Oui, et la logique d'audimat chez vous, le nombre d'auditeurs, le nombre de spectateurs, les impact factors, le nombre de citations pour déterminer la marque d'une revue, la qualité d'une revue. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui dans une autre forme de soumission sociale, dans une autre forme de servitude. Il faut faire du chiffre. Oui, il y a faire du chiffre et faire du chiffre conformément à un mode d'emploi. Et là, je crois qu'il faut bien voir, malheureusement on n'aura pas le temps de développer ce point, mais il est essentiel dans mon bouquin, parce qu'il s'inscrit un peu en filiation avec un certain nombre de travaux, dont ceux de Jacques Ellul. C'est-à-dire, il faut bien voir que là, on est dans la technique qui s'est emparée du social et qui conduit à la judiciarisation des pratiques sociales d'une part, c'est-à-dire à leur caractère purement formel, leur règle formelle du jeu d'une part, et d'autre part, n'est-ce pas, une espèce de colonisation dans la manière de penser le monde en termes de quantité, en termes de stock d'énergie, en termes de profit, de plus-value, etc. Donc vous voyez, aujourd'hui,
on va dire que le bonheur, c'est aussi le motif au nom duquel on va demander à un peuple et à des individus de se soumettre et de faire des sacrifices. Hein. Les mesures austéritaires, c'est ça. Hein. Et de perdre de la liberté. Oui, non, mais alors ça, oui, non, mais c'est pas annoncé comme ça. Oui, non, mais c'est le résultat. Ah, oui, non, mais c'est le résultat, mais c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez, le bonheur est l'opium, comme la religion, comme les idéologies politiques, l'opium au nom duquel, n'est-ce pas, on va endormir les populations et les amener à faire ce que l'on a décidé qui était bien pour elles. Je voudrais vous dire, avant, on pensait que le bonheur, il était dans l'au-delà. On a servissé les populations en leur disant que le bonheur était dans l'au-delà. Maintenant, le bonheur, il est sur Terre. Ça revient au même, finalement. Alors, pas tout à fait, parce que si vous voulez, quand le message des Lumières, si vous prenez Saint-Augustin et si vous prenez Saint-Just, pour prendre deux saints, si j'ose dire, je plaisante, hein, si vous prenez Saint-Augustin, si vous prenez Saint-Just, n'est-ce pas, pour Saint-Augustin, en gros, le bonheur, c'est abandonner en quelque sorte les jouissances de la vie sur Terre pour une fusion spirituelle avec Dieu. Et c'est vrai que dans la culture chrétienne, il y a cette dimension spirituelle du bonheur dans l'au-delà. Bon, mais comme au niveau, on va dire, de la culture antique, il y avait une dimension spirituelle. C'était pas dans l'au-delà, mais c'était quand même dans le sens de se perfectionner. C'est-à-dire qu'en gros, c'était pas simplement jouir, c'était se perfectionner soi-même, c'est-à-dire polir sa pierre, pourrait-on dire en langage maçonnique, si vous voulez. Bon. Avec l'émergence de la démocratie, avec l'émergence de la liberté quand même, il y a cette idée que non, le bonheur il est sur terre, j'en suis responsable, c'est pas Dieu qui décide de la place où je suis, c'est pas Dieu qui décide de mon bonheur ou de mon malheur, c'est moi, mais moi avec l'autre. C'est ce que j'ai essayé de dire tout au long du bouquin et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, je suis responsable de mon sort parce que je suis avec les autres en train de construire un espace de liberté, de dignité et de bonheur. Voyez ? Et ça, progressivement, ça chute. Ça chute, mais ce qui va se poursuivre, effectivement, au 19e et surtout au 20e, et aujourd'hui encore, c'est cette idée d'une rhétorique politique sur le bonheur qui n'existe plus. Vous savez ce que disait Prévert, n'est-ce pas ? J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant. On n'a jamais autant qu'aujourd'hui parlé du bonheur, parce que justement, c'est peut-être le fantôme même de ce qui était promis et qui ne viendra pas. Et comme vous disiez, ce bonheur se peut se construire qu'avec l'autre. Or, c'est très difficile d'être avec l'autre dans la mesure où on nous met en concurrence les uns contre les autres et qu'on peut plus, je sais plus quel est le terme exact, mais comment pouvoir avoir de l'amitié quand toutes les relations sont faites sur toutes les relations qu'on a, on voit sur Facebook le nombre d'amis que les gens ont, mais c'est pas des vrais amis. Tout est fait dans une relation de j'arrive pas à trouver le mot, de concurrence, c'est-à-dire on peut pas être... Est-ce qu'on peut concevoir le bonheur sans l'amitié ? Ça, c'est aussi une question que vous vous posez dans ce livre. Tout à fait. Alors, c'est un point important parce que quand vous parliez tout à l'heure de servitude volontaire, dans son discours sur la servitude volontaire, la Boétie pose la question, qu'est-ce qui peut faire objection à la soumission sociale, à la servitude volontaire ? Il dit c'est l'amitié. C'est l'autre nom de l'amour. Vous sonnez la montagne, la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est l'amitié. C'est qu'en gros, l'amitié comme l'amour, on va dire aussi l'art, la poésie, l'amitié comme l'amour, si vous voulez, sont des obstacles à la soumission, des obstacles à la servitude volontaire. Voyez ? Et ça reste vrai aujourd'hui, même si les dispositifs de soumission, de coercition, de servitude sont différents, même s'ils passent davantage par les normes et moins par la contention, pourrait-on dire, physique, matérielle, il n'empêche, n'est-ce pas, que l'amitié, l'amour, la poésie, l'art, sont des objecteurs de conscience, je dirais, par rapport à la servitude volontaire. Alors, effectivement, vous avez raison, qu'en est-il d'une civilisation qui fait de l'autre, non pas celui que j'ai à aimer... Un rival, un concurrent. Voilà, mais un rival, ou un partenaire, ou un instrument. Hein, et c'est là où vous avez touché effectivement le point fort, je dirais aussi, de l'ouvrage quand je parle de sans autrui. Sans autrui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'autre comme partenaire de jeu, qu'il n'y a pas de l'autre comme instrument de ma jouissance corporelle, de mon plaisir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'autre qui soit reconnu, si vous voulez, comme citoyen,
qui soit reconnu dans sa singularité. Et si je ne reconnais pas l'autre dans sa citoyenneté, sa singularité, en miroir, ça veut dire que je nie moi-même ma propre humanité. Voyez, et ça, c'est un point qui est essentiel effectivement dans l'ouvrage, qui donne une certaine aussi conception de ce qu'il en est de l'humanité. Jaurès disait que l'humanité, c'était pas la transcendance. L'humanité, c'était une parcelle d'humanité qui était en chacun d'individu et qui lui faisait refuser la résignation. Résignation à quoi ? Jaurès disait résignation à la fatalité biologique, fatalité de la nature, résignation par rapport à la fatalité économique, fatalité justement de l'économie. Aujourd'hui, on peut dire que notre civilisation, qui est très soucieuse, très avide de déterminants biologiques et économiques des conduites humaines, il est en train de passer à côté de cette construction indispensable de l'humanité. Alors, faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? Quand on voit le titre de ce livre, tout le monde se dit, bien sûr que non, mais quand on réfléchit, est-ce qu'on n'a pas déjà renoncé à une partie de notre liberté pour être heureux? Ça, c'est encore une autre histoire. Est-ce que ça nous rend heureux, finalement, cette perte de liberté qu'on a laissé filer? Voilà, on peut se poser plein de questions, donc... Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux? Par l'auteur de La Fabrique des imposteurs, Roland Gori, au lien qui libère. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer l'émission en quelques mots, Roland Gori? Je pense qu'aujourd'hui, les politiques ont de plus en plus de mal à promettre des lendemains meilleurs. Hein. Ils essayent encore. Enfin bon. Voilà, ils essayent. Ils vont pas nous dire que ils vont pas oui, mais nous ça dire. marche pas trop. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est aussi un des points du bouquin. C'est-à-dire qu'en lieu et place de l'abondance et de la croissance, qu'on attend comme l'Arlésienne, hein, comme vous savez, en lieu et place de l'abondance et de la croissance, qu'est-ce qu'on promet? On promet la sécurité. C'est qu'en gros, si vous voulez, la sécurité est le masque rétréci et hideux des promesses de bonheur d'hier. Oui, si vous avez de l'argent, faut le garder, donc faut être sécurisé. Enfin, cette sécurité qui nous emprisonne de plus en plus, tout en soi-disant nous libérant. Vous vous souvenez de cette phrase de René Char? On peut peut-être terminer sur une phrase de René Char. Hein. À chacun des repas pris en commun, n'est-ce pas, une place était laissée pour la liberté, le couvert reste mis, même si la place reste libre. On laissait toujours une place pour les pauvres aussi avant, à sa table. Merci Roland Gori. Merci à vous.